si on reprend les investissements depuis ces 25 dernières années, les personnes qui ont mis de l'argent de côté sur des livrets, les personnes qui ont fait une épargne en épargne vie ou les personnes qui ont investi dans l'immobilier n'ont pas le même retour sur investissement. La pierre est un investissement sûr à partir du moment où, dès le départ, vous avez été vigilant sur le bien que vous achetez. C'est le premier cas de figure de quelqu'un qui a très peu d'impôts ou pas d'impôts à payer, mais qui fait de l'épargne tous les mois. On se rend compte que l'épargne mise sur des supports financiers ne rapporte pas grand-chose aujourd'hui, et on se dit que peut-être que pour aller à la retraite avec un complément et un confort de revenu, il serait bien d'avoir un petit bien immobilier en location. Et à ce moment-là, il faut essayer de mettre en place une acquisition immobilière qui soit bien placée et qui permette à terme d'avoir un revenu complémentaire. Le deuxième cas de figure, ce sont des personnes qui, et tant mieux, dans la situation actuelle encore mieux, aujourd'hui ont un volume d'impôts à payer et qui se posent la question de savoir si ces impôts, ils ne peuvent pas les transformer en un levier pour aller faire du placement immobilier pour à terme soit récupérer une somme financière à la revente du bien, soit se constituer à travers cette acquisition une retraite complémentaire. Se servir de ces impôts pour se faire une épargne immobilière, c'est ce que propose aujourd'hui par exemple la loi Pinel. La loi Pinel propose à des personnes qui ont un volume d'impôts de pouvoir investir en défiscalisant tous les mois. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne paye rien, c'est-à-dire qu'au lieu de donner par exemple 4 000 € d'impôts tous les ans à l'État, on prend une partie de ces impôts que l'on ne donne plus à l'État, mais que l'on met dans un déficit foncier. Je m'explique. J'achète un bien qui fait 150 000 €. J'ai le droit, par rapport à la loi Pinel, d'enlever 2%, donc 3 000 € d'impôts. Je paye 4 000 € d'impôts. Je peux donc me servir de 3 000 sur ces 4 000 pour me constituer une épargne qui me permet d'acquérir un bien que je n'aurais pas pu acheter si je n'avais pas d'impôts. Mais je les paye quand même. C'est-à-dire, je ne les donne pas au percepteur, mais je les donne à la banque en complément de mon épargne pour faire mon acquisition immobilière. Ça veut dire qu'à terme, au bout de 6 ans, de 9 ans ou de 12 ans, l'épargne constituée et ce que l'État m'aura permis, c'est de payer 12, 18 ou 21% de la valeur de mon bien au lieu de payer des impôts. L'État aura participé à hauteur donc de ce montant-là dans mon investissement. Ça veut donc dire que je serai devenu propriétaire d'un bien en payant moins d'impôts, mais en me servant de mes impôts pour pouvoir l'acquérir. De plus en plus, on le conseille, c'est de faire un investissement par le biais d'une SCI. Alors, il y a un avantage, c'est que on défiscalise au même titre à travers une SCI qu'en nom propre, mais l'avantage, c'est que l'on peut à terme céder nos parts de SCI éventuellement aux enfants. Et il n'y a pas de frais de succession. C'est-à-dire que le bien acheté à travers une SCI sera automatiquement rétrocédé aux personnes, à nos héritiers, par transmission de parts, sans avoir besoin de repasser devant un notaire, sans frais de notaire. Les notaires eux-mêmes conseillent de plus en plus les SCI dans les investissements immobiliers. Oui, on peut acheter dans l'ancien et le rénover. Donc aujourd'hui, il y a une loi, la loi de Normandie, qui permet éventuellement de faire à peu près l'équivalent de ce qui se fait en Pinel neuf, en faisant de l'ancien avec une quotité de travaux obligatoire. C'est-à-dire
ça participe pour les villes à la rénovation d'appartements qui ne sont plus du tout aux normes. Et le fait que ces appartements, pour la plupart, sont déjà des appartements qui sont vides depuis très longtemps, sont des fois dans des états très vétustes, n'ont pas vu de locataires depuis des années. Et le fait de pouvoir être vendu dans le cadre de cette loi, avec des travaux, permet de les réhabiliter. Et permet donc de retrouver dans les centres-villes des appartements qui fassent revenir les familles. Loueur meublé non professionnel, ça veut dire que on a deux types d'investisseurs dans le LMNP. Vous avez des grands groupes comme des groupes d'assurance ou des grands groupes privés qui achètent beaucoup d'appartements meublés, par exemple en montagne ou en bord de mer, qui les exploitent et qui donc ont un régime fiscal adapté à ça. Et vous avez des particuliers qui eux-mêmes peuvent bénéficier de cette loi pour acheter un bien par exemple à La Rochelle ou au Sable d'Olonne ou dans le Var, à Nice, à Cannes, placé dans une résidence ou dans une promotion immobilière qui ouvre ce droit, d'avoir un appartement meublé. Ce qui veut dire qu'ils peuvent louer cet appartement une période de l'année et bénéficier pour eux-mêmes de cet appartement, de cette maison, sur une période qu'ils ont choisie. Si on achète un bien en loi Pinel en montagne ou au bord de mer, on peut très bien demain envisager qu'une fois les 9 ans ou 12 ans de la loi Pinel passée, ce bien puisse être transformé en meublé non professionnel. C'est-à-dire qu'on modifie simplement le sens de la défiscalisation, on ne rentre pas dans la même norme, mais on bénéficie toujours d'un accès à la défiscalisation à travers un bien qui continue de vivre par cette loi. Eh bien, parce qu'on se rend compte qu'investir dans l'immobilier, c'est avoir un investissement sûr. La pierre, c'est prouvé. Si on reprend les investissements depuis ces 25 dernières années, les personnes qui ont mis de l'argent de côté sur des livrets, les personnes qui ont fait une épargne en épargne vie ou les personnes qui ont investi dans l'immobilier n'ont pas le même retour sur investissement. La pierre est un investissement sûr à partir du moment où, dès le départ, vous avez été vigilant sur le bien que vous achetez. C'est-à-dire, on en revient à ce que je disais au départ, acheter du neuf, oui, mais pas à n'importe quel prix. L'emplacement est important, puisque c'est ce qui va déterminer la progression de la valeur du bien. Donc acheter sur des villes ou dans des emplacements dans les villes qui vont être des emplacements recherchés dans l'avenir, donc avec une évolution au mètre carré importante. On ne perd pas d'argent dans l'immobilier. Si on prend une courbe sur les 25 dernières années, on s'apercevra que la courbe peut monter doucement, plus fort, descendre un peu, remonter, mais au bout de 25 ans, l'appartement aura pris vraiment de la valeur. L'intérêt d'avoir fait un investissement immobilier, c'est qu'il y a deux solutions. Soit cet investissement, au terme de sa retraite, on arrive à 62, 3, 4, 5 ans, on ne maîtrise pas très bien aujourd'hui à quel âge les personnes qui ont 30 ans aujourd'hui pourront partir réellement à la retraite quand l'heure aura sonné pour eux. On sait que de toute façon, il sera difficile pour les générations qui viennent de partir à la retraite à 60 ans ou à 62 ans. On va plutôt parler d'une retraite, si on se fie qu'au régime de retraite aujourd'hui cotisé dans le cadre du travail et de la retraite complémentaire, on va plutôt vers des personnes qui auront droit à une retraite au plus près de 65, 67, 68 ans. Si on a eu la chance d'avoir une profession qui nous a permis, et c'est une chance aujourd'hui, d'être un contribuable qui paie beaucoup d'impôts, et que l'on a su se servir de cette notion de contribuable ayant beaucoup d'impôts pour se servir d'une partie de ces impôts pour faire un ou plusieurs investissements immobiliers, on peut se rendre compte qu'à terme, on pourra quand même prendre la retraite à l'âge que l'on choisira, puisque si on a commencé nos investissements
aux alentours de 30-35 ans. On verra qu'à terme, au bout de 20 ans, 25 ans, on aura eu la pleine propriété de un ou plusieurs biens immobiliers. On pourra donc se dire que l'on peut éventuellement vendre un pour avoir une liquidité et conserver les autres pour avoir un rapport locatif qui viendra en soutien d'une retraite. Donc si on devance l'âge de la retraite, effectivement on aura une retraite moins importante puisqu'on n'aura pas les annuités, on la compensera par du rapport locatif et en même temps la vente d'un des biens immobiliers nous apportera une somme d'argent assez conséquente qui nous permettra quand même de vivre tranquillement. Alors pourquoi SIP Financing? D'abord parce que nous, SIP Financing, on est une petite société à structure humaine, qu'on a une vue quand même depuis assez longtemps sur le marché, que l'on regroupe plusieurs étiquettes, puisque on est conseiller en gestion de patrimoine, on est courtier bancaire, nous sommes aussi courtier en assurance. On peut donc faire une étude complète et appropriée de ce que l'on nous demande. On est très réactif, on se déplace, nous sommes très mobiles, puisque nous donnons l'occasion à nos clients soit de nous recevoir à leur domicile, soit de se déplacer sur nos bureaux. Et que nous sommes toujours au fait de leurs demandes et qu'en même temps, tous les conseils de base, les premiers conseils, les premières réunions, on ne demande jamais d'argent. C'est un service que l'on rend en personne. Donc l'idée aussi de passer par une structure comme SIP Financing, c'est avoir accès à une information, avoir la possibilité de monter sereinement un dossier. Nous, par rapport à des grosses structures, on ne cherche pas le quantitatif, on ne recherche pas à tout prix à vendre pour vendre. Ce n'est pas notre cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, on va peut-être le définir comme ça, nous sommes des petits artisans dans ce monde. Et ce qui fait notre force, notre qualité, c'est que justement, on prend notre temps avec chacun de nos clients. C'est la différence. Ce que l'on recherche, c'est que tout le monde soit gagnant. Le client investisseur, notre partenaire promoteur, notre partenaire bancaire et nous-mêmes, on doit répondre de manière concrète à la demande des personnes, mais en faisant pour eux la même chose que si c'était pour nous. Leur investissement, c'est comme le nôtre. Je vais le conclure comme ça. C'est des fois difficile de dire à quelqu'un qui est en pleine attente d'un projet que, au vu des éléments que l'on vient de voir ou sur lesquels on discute, bien, ils n'ont pas la capacité, au moment où on se parle, de réaliser leur projet. Mais ce n'est pas forcément définitif. C'est-à-dire qu'ils ont la déception de ne pas pouvoir peut-être se lancer sur le projet qu'ils avaient envisagé au moment où on se rencontre, ce qui ne veut pas dire qu'un an, 2 ans après, ils n'auront pas cette capacité. Et on revoit, nous, régulièrement, des personnes à qui on a dit non il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais on leur a expliqué pourquoi non. Venir nous revoir pour nous demander si maintenant ils avaient la capacité, et au vu des nouveaux éléments, oui, effectivement, on arrive à réaliser le projet 4 ans après. Mais il a fallu leur dire non 4 ans avant. Et engager quelqu'un parce que la banque va dire oui, mais où on sait que ce n'est pas leur rendre service que de les engager sur un produit, même sur lequel ils peuvent avoir un accord, parce que ça ne correspond pas, ou ça les met en difficulté, c'est notre force. Notre force, c'est de savoir dire non.